L'armée algérienne a appelé mercredi à la mobilisation pour la prochaine présidentielle afin d'élire successeur à Abdelaziz Bouteflika. Ce dernier, on s'en souvient, a été poussé à la démission par la rue en avril dernier. L'opposition comorienne a conditionné sa participation aux élections législatives début 2020 à plusieurs exigences, dont le vote de la diaspora et la garantie du scrutin transparent, libre et démocratique. Au Burkina Faso, Bobo Dioulasso, la perle touristique du pays, est aujourd'hui délaissée par les voyageurs occidentaux en raison des attaques djihadistes récurrentes dans le pays. Un manque à gagner énorme pour le Burkina. C'est là les principaux titres à développer au cours de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. L'opposition comorienne a conditionné sa participation aux élections législatives début 2020 à plusieurs exigences, notamment le vote de la diaspora et la garantie d'un scrutin transparent, libre et démocratique. Une sortie médiatique qui intervient alors que la présidentielle de mars avait été entachée de nombreuses fraudes. Reportage. Dans une résolution signée par les 4 principaux groupements politiques de l'opposition et obtenue ce jeudi, les mouvements et partis signataires annoncent ne pas vouloir prendre part au prochain scrutin législatif. L'opposition a justifié sa décision par le caractère illégitime du pouvoir du président Azali Assoumani, réélu le 24 mars à l'issue d'un scrutin émaillé de nombreuses fraudes, selon la plupart des observateurs, et par l'inconstitutionnalité d'une loi votée début septembre autorisant le chef de l'État à légiférer par ordonnance pour organiser les prochains scrutins législatifs. Elle a aussi expliqué tirer les enseignements des scrutins passés viciés par la fraude massive et le non-respect du code électoral. Toutefois, l'opposition pourrait revoir sa position et envisager une participation si le gouvernement rétablit selon elle l'état de droit, concrétise le vote de la diaspora et engage un dialogue national sous les auspices de la communauté internationale pour garantir un scrutin transparent, libre et démocratique, supervisé par des forces de sécurité extérieures. Le poids électoral des Comoriens vivant à l'étranger est potentiellement important. La diaspora est estimée à quelques 300 000 personnes rien qu'en France, l'ancienne puissance coloniale, alors que l'Union des Comores, archipel de l'océan Indien, abrite près de 800 000 habitants. Depuis l'élection présidentielle de mars, elle est fortement mobilisée contre le régime dictatorial du président Azali Assoumani. Le chef de la mouvance présidentielle, Ali Liva Youssouf, a jugé regrettable la décision de l'opposition de boycotter les législatives. L'armée algérienne a appelé ce mercredi à la mobilisation pour la prochaine présidentielle afin d'élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika. Ce dernier, on s'en souvient, a été poussé à la démission par la rue en avril dernier après 20 ans à la tête de l'État. Reportage. Le pouvoir incarné par le haut commandement de l'armée veut organiser une présidentielle le 12 décembre prochain, alors que le Irak, mouvement de contestation né le 22 février, rejette cette élection estimant qu'elle ne vise qu'à assurer la survie du système. Dans l'éditorial du dernier numéro de sa revue officielle El Jaish, l'armée demande aux Algériens de se mobiliser pour l'intérêt supérieur du pays afin de choisir un président légitime face à la crainte d'une abstention massive. Une présidentielle prévue début juillet a été annulée faute de candidats. Et en dépit du refus persistant de la contestation, le pouvoir intérimaire a fixé une nouvelle présidentielle le 12 décembre prochain, conformément au souhait du chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, devenu le véritable homme fort du pays depuis le départ de Bouteflika. Dans son éditorial, l'armée s'engage à ce que la prochaine élection se déroule dans des conditions complètement différentes de celles qui avaient prévalu lors des précédents rendez-vous électoraux, reconnaissant à demi-mot que les précédents scrutins ne se sont pas déroulés dans des conditions idéales. Mais le Irak exige avant toute élection le départ du pouvoir de toutes les figures de l'appareil hérité de la présidence Bouteflika, dont Noureddine Bedoui, ancien ministre de l'Intérieur devenu Premier ministre, considéré par les manifestants et l'opposition comme l'artisan de la fraude lors des précédents scrutins. Lundi dernier, des ONG citoyennes et de défense des droits humains ont dénoncé la multiplication des poursuites judiciaires contre des journalistes et des militants de la contestation pour de simples publications sur les réseaux sociaux. Le 29 septembre dernier, le chef de l'armée avait mis en garde contre toute entrave à la présidentielle.
Le Premier ministre marocain, l'islamiste Saad Eddine El Othmani, a présenté ce mercredi un gouvernement resserré de 39 à 24 portefeuilles au roi Mohamed VI. L'annonce a été faite par l'agence officielle MAB. C'est le premier acte d'une nouvelle phase lancée par le souverain pour renforcer ce qui marche et corriger ce qui ne marche pas dans le pays, a commenté une source gouvernementale, en soulignant que ce cabinet conçu en task force était le plus serré de l'histoire du pays. Le souverain avait annoncé ce remaniement en juillet dernier dans un discours marquant ses 20 ans de règne en promettant une étape nouvelle pour réduire les disparités créantes du pays. Le souverain de 55 ans, qui a succédé à son père Hassan II en 1999, avait souhaité du sang neuf et de nouvelles compétences pour réduire les inégalités sociales et territoriales. Alors que la croissance ralentit, les jeunes, les femmes et les régions rurales restent les grands oubliés du développement, selon les études officielles. Dans le remaniement, le seul ministère régalien à changer de main est la justice. L'intérieur, les affaires étrangères et l'économie, tout comme l'industrie et l'agriculture, gardent le même titulaire. 6 nouveaux visages font leur entrée dans ce cabinet qui compte 4 femmes, dont 3 ministres et une ministre déléguée. Le roi a présidé dans la foulée le premier conseil des ministres du gouvernement Othmani II, consacré aux grandes orientations de la loi des finances pour 2020, axé sur la réforme de l'éducation pour renforcer l'égalité des chances, la protection sociale et la régionalisation pour réduire les disparités territoriales. Formé au terme de plusieurs semaines de consultation, le nouveau gouvernement s'appuie sur la majorité politique du parti islamiste Justice et Développement, qui a renforcé en 2016 sa position au Parlement. Au Bénin, les acteurs politiques sont en conclave depuis hier. Le dialogue politique initié par le chef de l'État a ouvert ses travaux ce jeudi. Au menu des assises, la révision du code électoral et de la charte des partis politiques, 2 lois objets de division au sein de la classe politique. Reportage de Landry Salanon et Kevin Achaoui. À l'intérieur de cette salle du Palais des Congrès de Cotonou, des délégués de diverses formations politiques. Ils sont conviés pour tenter de trouver des solutions à la crise née des dernières législatives au Bénin. En cause, l'application du code électoral et de la charte des partis politiques. À l'ouverture des assises, le chef de l'État a reconnu le caractère clivant des 2 textes de loi. Aussi indiqué qu'il puisse paraître, notre charte des partis politiques et notre code électoral nous ont causé du tort. Parce que bon nombre d'entre nous, à la mise en œuvre, ne s'y sont pas retrouvés. Nous nous sommes déchirés au point de compromettre notre cohésion. Alors, il faut recoller les morceaux au menu des assises, la révision des tests querellés et la recherche de mesures d'apaisement pour la paix et la cohésion nationale. Le médiateur désigné ne doute point de la capacité des délégués à parvenir à des solutions consensuelles. Les Béninoises et Béninoises ont toujours su écrire des pages glorieuses de leur histoire. Face à des périls menaçants et imminents, ils ont pu, contrairement à d'autres nations, trouver les moyens d'un sursaut salutaire. Nous, les héritiers de ces braves aînés qui ont fait la fierté de notre pays sur le continent africain et au-delà, devrions pouvoir mériter cet héritage en resserrant nos rangs. Ce dialogue politique est le premier qu'organise le Bénin sous le régime de Patrice Talon. Parallèlement à ce dialogue au Palais des Congrès, les forces dites de la résistance, composées majoritairement des formations de l'opposition, ont tenu dans la même journée de ce jeudi 10 octobre une assise parallèle au dialogue politique initié par le chef de l'État, Patrice Talon. Les travaux à leur niveau ont été présidés par l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Plus de précision à travers cet élément. Autour de Nicéphore Soglo, tout premier président de l'ère du renouveau démocratique au Bénin, toutes les formations de l'opposition n'ayant pas été conviées au dialogue politique du 10 octobre. Quel dialogue politique peut-on organiser pendant que nos compatriotes sont contraints à l'exil? Quelle est cette plaisanterie qui a lieu actuellement? Quel dialogue politique peut-on organiser pendant que des compatriotes croupissent en prison pour délit d'opinion? Quel dialogue politique peut-on organiser alors que notre Assemblée nationale
est devenu un lieu souillé du sang de nos compatriotes. Pour ces forces dites de la résistance, Patrice Talon devra changer de cap. Les derniers événements intervenus au Sénégal et au Cameroun envoient un signal fort à Patrice Talon et lui interdisent de faire la sourde oreille. Pour l'orateur, se refuser de faire la sourde oreille implique une série d'actes concrets. Patrice Talon sait tout le tort qu'il a causé à notre pays et à son peuple. Et aucun dialogue n'est envisageable sans les préalables qu'il connaît parfaitement et qu'on lui répète. La reprise des élections législatives pour donner la parole enfin au peuple et lui permettre de choisir ses représentants. L'amnistie générale de tous les exilés et détenus politiques. L'appel sera alors à la conjugaison des efforts en vue de tourner définitivement la page. Que nous réserve l'avenir. Les martyrs de Kadiaou, de Kandi, de Tchaourou et de Savet ont versé leur sang pour libérer notre peuple. Pourquoi des groupes religieux interviendraient-ils au Sénégal pour faire baisser la tension et qu'on ne laisserait pas cette possibilité à un clergé qui a déjà, on peut dire, à son actif ce qui s'est passé dans notre pays. La journée du 10 octobre pour les résistants consacrera par ailleurs la création d'un Fonds national de solidarité aux familles des victimes de la crise électorale et celle post-électorale. Une note touristique à présent, Jadi Bobo Dioulasso, ville du sud-ouest du Burkina Faso, célèbre pour ses masques et balafons, attirait des milliers de touristes occidentaux venus voir les grandes mosquées. La gare, le marché, la perle touristique du pays est aujourd'hui délaissée par les voyageurs occidentaux en raison des attaques djihadistes récurrentes dans le pays. La grande mosquée de Dioulasso-Ba, les ruelles animées du centre historique de Sia, ou encore la gare ferroviaire. Perle touristique, à l'ouest du Burkina Faso, Bobo Dioulasso accueillait chaque année des milliers de voyageurs attirés par ses richesses culturelles et architecturales, mais aussi par son positionnement géographique à la croisée des chemins de la Côte d'Ivoire et du Mali. Mais depuis quelques années, les touristes se font rares. Avant, pendant les périodes de vacances là, nous on pouvait voir centaines de touristes ici chaque jour. Mais maintenant là, pour avoir un touriste là, tu peux faire une semaine et 2 semaines avant d'avoir les touristes. Si les touristes délaissent la deuxième ville du pays, c'est en raison de la situation sécuritaire qui s'est fortement dégradée depuis 2015. Les attaques djihadistes incessantes au nord et à l'est du Burkina Faso ont fait plus de 600 morts. Bien que Bobo n'ait jamais été touché, l'ouest a déjà été attaqué et un couple italo-canadien a disparu sur la route entre Bobo et Ouagadougou, la capitale. Une grande partie du pays est aujourd'hui déconseillée par plusieurs chancelleries occidentales. Un manque à gagner considérable pour les habitants qui vivaient du tourisme. Et moi, je fais uniquement que des batiks, je ne fais pas d'autres travail. Mais comme il n'y a pas de touristes, je suis obligé d'aller aider des gens à faire un peu de maçonnerie pour pouvoir gagner mes popotes et pouvoir avoir des médicaments pour les enfants et moi-même. Comme Bissiri et beaucoup de commerçants et hôteliers, Benjamin Ouedraogo a trouvé une deuxième activité dans la construction pour compenser les pertes liées à la chute du tourisme et ne pas mettre la clé sous la porte. On a tout perdu. En toute sincérité, la priorité, c'est d'abord les salaires des personnels. Bon, ensuite, les impôts et taxes. On ne peut même pas couvrir tous les impôts et taxes. S'adapter en attendant le retour des touristes. S'il n'existe pas de statistiques précises pour Bobo Dioulasso, les professionnels du tourisme estiment à 2/3 les pertes dans ce secteur. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie d'un programme de SICA.